Bonsoir tout le monde, la bienvenue, welcome iedereen. Voor onze laatste keer, c'est bien ça Sander, c'est la dernière de la saison avant les congés. Et en parlant de saison, on vous souhaite, j'entends un écho là, c'est normal? C'est du sabotage. Voilà, donc je disais justement en cette fin de saison, en sachant également qu'aujourd'hui, beaucoup sont pour la remise des diplômes pour leurs enfants. On vous souhaite vraiment la réussite. Et si même ceux qui n'ont pas réussi, on les félicite pour l'effort. De notre côté, ce soir, concernant notre thématique, on espère aussi réussir au mieux pour l'information concernant le thème qui est la question des défunts musulmans enterrés ou pas en Belgique. Et qu'est-ce que cela suscite au niveau du sacré, au niveau des lois, au niveau du cimetière à Evere avec son représentant aujourd'hui, Monsieur Ludo Beckers. Vous êtes directeur du cimetière d'Evere multiconfessionnel. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais plus pour longtemps. Hein. Plus pour longtemps, on va y revenir. Beaucoup vous regretteront en tout cas. Monsieur Jamel Ben Taher, vous êtes directeur d'une société de pompes funèbres et notre imam théologien, Monsieur Youssef Nouali. Alors, je propose comment est-ce que ça fonctionne, c'est très très simple. Merci également à nos invités d'être ici. Ce que nous allons faire, nous allons commencer à lancer des vidéos de réalité de ce que nous avons filmé, Sander et moi-même, comme outil de dialogue pour venir de manière structurelle à répondre aux questions au mieux et informer le public au mieux. Sander, tu peux lancer la vidéo. Wij Marokkanen, wij repatriëren onze doden. Dat is traditie. En dat is een business. En ik ga die business voor goed veranderen. Dat is de laatste keer dat wij gedanst hebben als proefjes. Freestyle. We laten mensen hier wat een pure, authentieke Marokkaanse aard. Grond is een tragicomedie. Het zijn heel absurde, abstracte personages die in een heel serieuze context van de begrafenisondernemers terechtkomen. Bij de Marokkaanse gemeenschap is het de gewoonte eigenlijk of de traditie om mensen in het land van herkomst te begraven. Sommige mensen kiezen daarvoor als ze overlijden dat ze gerepatrieerd worden. Hier gaat het vooral over een jonge gast, Smile en zijn beste maat, GB, die beslissen om Marokkaanse grond naar België te importeren om de mensen hier te begraven, maar wel in de heilige Marokkaanse grond. Mijn moeder stierf om 11:25 op de 16 januari 2006 in de kliniek in Brussel. En de volgende dag, om 4:15, lag ze al begraven op een kerkhof in Marokko. Iedereen doet dat zo, dat is traditie. Wij Marokkanen, wij repatriëren onze doden. Eigenlijk wouden we absoluut dat het zich in Brussel afspeelde, omdat we die stad heel cinematografisch vinden, gewoon heel boeiend vinden als decor en als plek. Anderzijds is er hier ook natuurlijk een grote Marokkaanse gemeenschap. En specifiek Molenbeek, omdat Molenbeek toch dikwijls op niet de meest positieve manier in beeld wordt gebracht. En dus van, ja, dit is nu echt wel een super fijn verhaal om daar te vertellen. Het was pittig soms, in die zin dat er een heel drukke, een heel levendige gemeente is. En we hebben daar geprobeerd van dat gebruik van te maken, van dat ook zo te portretteren zoals het is. En voor de rest heel aangenaam. Mensen denken dat we daar meer problemen zouden kunnen krijgen dan in een andere gemeente of in een andere stad te filmen, maar eigenlijk hebben we daar geen verschil gemerkt. We werden daar met open armen ontvangen en een keer dat we uitleggen van dit is wat we komen draaien. En dus niet de zoveelste ding over terrorisme of over drugs of whatever, dat het eigenlijk een heel positief verhaal was. Een keer dat die boodschap duidelijk was, is dat eigenlijk vrij vlot gegaan. Denk je wel, dat je honger geeft? Dat je wil eten? Pak maar hè, alsjeblieft. Hij is nog niet gesneden. Ik heb nog zo vriendelijk gebakken omdat ze zeiden, maar ik heb alles voorbereid geeft. Check deze. Visionair. Voilà. We zijn 2000 na Christus en ik presenteer u de uitvinding van de pizzaschaar. Peut-être que si tu te mets là, c'est mieux. Voilà. Donc, ce film, qui s'intitule De Grond en néerlandais, qui veut dire la bonne terre en français, il a été filmé dans cet espace même. C'est, comme vous l'avez vu, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, la bonne terre, faut-il faire venir la terre du Maroc pour se faire enterrer ici et être tranquille en âme et en conscience
c'est à discuter avec vous. Quel est, de M. Becker, votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est une comédie. Hein. C'est dommage, je ne l'ai pas vue, j'aimerais bien la regarder aussi. Hein. Sur Netflix. Oui. Mais il semblerait, si je ne me trompe pas, que Dieu n'a pas créé que le Maroc, mais tout l'univers, quoi. Donc, que ce soit la terre là-bas ou la terre ici, c'est pareil, je pense. Vous êtes directeur du cimetière des Verts. J'ai vu que votre bureau, il était dans la partie où se font enterrer les musulmans. Mon bureau, c'est beaucoup dire aussi, hein, puisqu'on occupe un conteneur. Donc, les conditions de travail sont vraiment pénibles. Oui. Mais bientôt, on aura un beau bureau. Enfin. Et c'est vrai qu'on est du côté... en fait, tout l'avant du cimetière, c'est le cimetière traditionnel. Et tout l'arrière, c'est Traditionnel, le cimetière... c'est-à-dire? Ben là où ils mélangent tout le monde, où il n'y a pas de parcelle particulière. Tandis que tout l'arrière, c'est le cimetière multiconfessionnel, où il y a à l'heure actuelle 2 parcelles musulmanes. Bientôt, on va entamer une 3e. Et puis, il y a une parcelle juive et une parcelle orthodoxe aussi. Vous êtes directeur depuis combien d'années? J'ose pas le dire, 20 ans. 20 ans. Si pas plus même, 22 même. 22. Mais on a ouvert en 2002 seulement. On a d'abord fait des travaux parce que tout l'arrière du cimetière, c'était un champ. Et donc, on a dû faire quelques routes et puis aménager, quoi. Planter et puis mettre des cadres, guider limite des tombes. Enfin, ça a pris un certain temps parce que, bon, l'administration, c'est toujours lent aussi. Les travaux, c'est encore plus lent. Mais on a ouvert le 15 avril 2002. Donc, ça fait 20 ans. 20 ans. Et vous avez choisi quand même de mettre votre conteneur, votre bureau, dans la parcelle des musulmans. C'est parce que vous mangez du couscous pour la sadaqa, des dattes, du lait, parce qu'il y a plus de vie. Le lait battu, je n'aime pas trop. Les dattes, maintenant j'en reçois tellement que là j'en ai soupé aussi. Mais le couscous, je continue. Et tous les vendredis, je reçois du couscous. Hein, ça, c'est vrai. Non, en fait, je pense que c'est un peu... J'ai voulu là, c'est un peu le hasard, j'aurais pu mettre plus loin, mais en fait, il faut bien dire ce qui est. Le cimetière multiconfessionnel, on enterre 99% des personnes enterrées sont musulmanes. 99%. Ben oui, il y a très peu d'orthodoxes et très peu de la communauté juive. Et donc, je me suis mis là où j'avais la meilleure vue sur les parcelles musulmanes. Alors, comment ça se passe? Des temps des vivants, comment ça se passe pour les musulmans? Et depuis quand? Il nous semblerait que c'est une nouvelle ère, que de plus en plus maintenant les musulmans, en dehors de la période Corona et les frontières fermées, mais depuis quand les premiers musulmans sont enterrés à Evere? Ben donc, en fait, depuis le début, hein, en 2002, mais en 2002, je dois dire, il y avait peut-être même pas une centaine d'inhumations. On a dû attendre, se monter chaque année. 2019, on est arrivé à 400 par an. Pour nous, 400 par an, c'est déjà beaucoup. Un grand cimetière comme, je sais pas moi, le cimetière de la ville de Bruxelles, ou Scarbeck, qui est un grand cimetière aussi, ils enterrent 150 personnes par an. Donc 400, c'était déjà énorme. Puis en 2020, avec le corona, on est passé de 400 à 1100. Puis je me suis dit, bon, ça va baisser l'année suivante. En 2021, rebelote, on a de nouveau plus de 1100 inhumations. Et donc j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement dans les mentalités, je crois. Je crois qu'à l'avenir, les gens vont de moins en moins rapatrier. Il y aura encore des rapatriements. Mais je crois que la tendance sera de plus en plus enterrée ici sur place, pour plusieurs raisons, mais je pense que ce sera ça. Il y a assez de place? La place, ça, c'est un autre problème. Il reste à l'heure actuelle encore 2 parcelles vierges. À mon avis, d'ici 2 ou 3 ans, on va devoir déménager. Et ça va être un des plus grands défis de l'intercommunal, c'est trouver un terrain suffisamment grand, 5-6 hectares, et pas trop loin de Bruxelles. À Bruxelles, il n'y a pas de terrain, mais on aimerait bien pas trop loin. C'est pour ça que j'en profite de cette séance ici, pour demander à tout un chacun s'ils n'ont pas un grand jardin. Un très grand jardin. Parce que ça m'intéresse, enfin ça nous intéresse. Ça peut peut-être intéresser la communauté néerlandophone qui est à périphérie. Ah ja, de Vlaamse gemeenschap, die moeten wel grond hebben, hè? Tegen Leuven of daar dichtbij, of Zaventem misschien ook. Hè? Tegen het vliegveld, niemand wil daar wonen, daar is veel te veel lawaai. Voor de doden is dat geen probleem, dus misschien zullen we daar iets vinden. Hè? Ça encouragerait aussi les communes néerlandophones. Mais je pense qu'il y a un basculement parce que je pense qu'en 2020, on a eu tellement de défunts
il y a de plus en plus, enfin je pense maintenant quasi tout le monde connaît. Excusez-moi, le basculement, c'est dû l'effet Corona Oui. ou avant? Je pense que c'est dû l'effet Corona, puisque en 2019 j'avais 400 défunts. Et Par donc avec, oui, par an, depuis le Corona on est passé à 1100. Je pense que là beaucoup de gens maintenant, je crois que quasi tout le monde connaît, je pense, le cimetière multiconfessionnel. Et je pense qu'ils y voient non seulement des raisons religieuses, parce que le prophète a toujours dit on enterre là où on meurt. Le mort n'est pas une valise qu'on va transporter pour partir en voyage. Enfin bon. C'est quel prophète qui a dit ça? Le dernier, Mohamed. Hein. Donc justement, on va revenir sur la question. Oui, oui. Est-ce que l'enterrement de M. Haddash, qui s'est fait enterrer ici à l'hiver, est-ce qu'il n'a pas changé aussi les mentalités des gens? Très bien. J'avais oublié cet élément-là, parce que c'est vrai que lui, il a choisi d'être enterré ici. C'est un monsieur, je pense, qui a fait beaucoup de bien dans sa vie, qui a évité à beaucoup de jeunes de devenir des délinquants. Et quand il a choisi d'être enterré ici, j'ai vu en effet, après l'enterrement, qu'il y a eu une croissance aussi. Donc il y a peut-être plusieurs facteurs qui ont joué, c'est possible. Hein. Mais malgré tout, je pense que le premier facteur, c'était la fermeture des frontières. Et puis, je me suis dit, une fois qu'on ouvre les frontières, il y aura sûrement moins. Et je vois que ça diminue. C'est un hasard, c'est vraiment un hasard avec l'enterrement de Rachid Haddash, rahmatullah alayh, que Dieu ait son âme. C'est vraiment un hasard que son enterrement s'est fait au mois de février et qu'un mois après, il y a eu la fermeture des frontières. Mais ici, Youssef va aussi le confirmer que notre ami Rachid, rahmatullah alayh, on a beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi. Et c'est surtout suite aussi à la réglementation de l'intercommunal. L'intercommunal, c'est pas un cimetière ou un carré musulman qui fait partie d'une commune, qui elle est tenue à une réglementation communale. Tandis que l'intercommunal a sa propre réglementation. Et l'avantage qu'il y a dans l'intercommunal, c'est que celle-ci a fait sa réglementation sur base d'une jurisprudence islamique, sur base d'une jurisprudence orthodoxe. La réglementation qui a été faite a été basée sur ça. De la communauté juive également, que chacun puisse profiter de ses règles et ses lois de chacun, pour éviter de ne pas mettre cette réglementation laïque pour tout le monde. C'est ça qui est aussi cet avantage qu'il y a. Parce que quand vous voyez la parcelle musulmane, elle fait profiter la communauté musulmane sur la jurisprudence islamique. C'est-à-dire qu'une personne qui est enterrée là n'est pas profanée. La sépulture n'est pas profanée, elle est protégée. Tandis que dans les autres carrés musulmans qui se trouvent dans des communes, qui est dirigé par le règlement communal, là on doit se poser une question. La question est, notre défunt qui est enterré là, qu'est-ce qu'il va devenir par après? Justement, on va y revenir, mais au niveau justement du religieux, il y a aussi beaucoup de controverses. En s'intéressant à ce sujet, M. Jamal, vous m'avez informé qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas, aujourd'hui c'est en date du 24 juin, qu'il y a aujourd'hui des musulmans qui demandent à ce que les défunts, leurs membres de leur famille, soient déterrés pour les ramener au Maroc. Quelles sont les raisons, vous pensez, monsieur Youssef? Avant tout, peut-être de regarder peut-être de l'historique, d'où on vient, comment c'était. Et on est dans une phase de transition intergénérationnelle. Nous avons une première génération qui sont nos parents, donc issus de l'immigration. Donc toutes ces personnes de bonne volonté, la main ouvrière qui est venue de divers pays. Donc ça n'a pas une connotation ou bien un rapport par rapport à une nationalité, ce serait très bien de le souligner. Là maintenant, dans le petit reportage, dans le petit film, on fait allusion au Maroc, mais c'est un pays parmi les autres, ce n'est pas uniquement le Maroc. Donc ça s'applique comme pour les Tunisiens, comme pour les Algériens et toutes les communautés musulmanes, parce que c'est confession musulmane. Lorsqu'on rentre dans le cimetière, c'est l'islam, passerelle musulmane et non pas de nationalité particulière. Donc ça c'est très bien de le souligner. Et que, donc, à une certaine génération qui est
ces personnes qui sont des personnes âgées, qui ont en fin de vie, pour eux, automatiquement, ben c'est tout. On a fait ce qu'on avait à faire, on est venu, on a travaillé, on a été des bons citoyens. Revenir à la case départ, donc revenir et être enterré en terre d'islam, parce que peut-être l'une des raisons, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de représentativité musulmane, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de cimetière pour les musulmans. Donc cela, c'était tout à fait quelque chose de routinier. On arrive à cette deuxième génération qui sont les enfants. Ben, les enfants ont étudié, ont suivi des études, sont nés ici. Donc on grandit ici, connaissent les lois, respectent les lois, font partie intégrante de la société et se disent parce que c'est qui qu'on enterre aujourd'hui. Certes, on a enterré la première génération, mais voilà, la deuxième génération commence à prendre le pas. Et la question qui se pose, si je suis enterré dans mon pays d'origine, qui va venir me rendre visite? C'est surtout cette question auprès des fidèles qui viennent chez moi et disent, écoutez, moi je voudrais bien m'enterrer pour une raison ou pour une autre. On en discutera sur les raisons de est-ce que islamiquement c'est obligatoire d'être rapatrié ou autre. C'est une question qui a sa réponse bien sûr. Mais voilà, l'une des raisons aussi qui est très importante, c'est que qui va venir me rendre visite, qui va s'occuper de moi, je serai une tombe parmi les autres au milieu de nulle part. Donc là, on a une référence, on a un lieu de recueillement. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, la communauté musulmane, entre autres à Bruxelles, est très très contente de ce cimetière, de sa structure, de son administration, de tout le personnel, des bénévoles, de l'encadrement. Ils sont très très heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un endroit où ils peuvent retrouver leurs défunts, la famille, mettre en pratique des préceptes religieux qu'ils ne pouvaient pas auparavant, et tout ça dans la dignité humaine et dans le respect de tout un chacun. Et ça, bien sûr, on espère que, justement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà. Donc, on espère qu'à travers ce débat, trouver des éléments de réponse et que répondre à toutes ces questions que les fidèles se posent. Il y a beaucoup d'éléments de réponse. Moi, je suis sûr que si ces personnes demandaient c'est carrément parfois de l'harcèlement, de pouvoir retourner, de déterrer le corps et de revenir au pays d'origine ou autre, je pense qu'il y a un manque d'information. Un manque d'information énorme. Il n'y a aucune information, que ce soit d'un point de vue théologique, que ce soit d'un point de vue administratif, du déroulement et autres. Encore aujourd'hui, on est en 2022, au moment où je vous parle, il y a des gens qui viennent chez moi qui me disent « S'il vous plaît, ne m'enterrez pas au cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek-Evert parce qu'on va me brûler. » Ce qui n'est pas le cas. Non. Mais justement, le fait de déterrer aujourd'hui, j'imagine, même des défunts qui ne sont même pas encore poussière, n'est-ce pas illicite? Avant peut-être de répondre à cette question-là, c'est le pourquoi. Moi, je pense que si on trouve la réponse et la solution, le pourquoi, on n'aura même plus à se poser cette question-là. Quelles sont les raisons alors? Pourquoi est-ce que les gens veulent déterrer? Le pourquoi quand on discute avec les familles qui s'entêtent à vouloir maintenant demander des exhumations pour pouvoir rapatrier le corps, la première argumentation qui te disent notre défunt nous a laissé des dernières volontés, ou d'être enterré près de sa maman, de son papa, ou qu'il avait déjà réservé son emplacement là-bas sur place, dans le pays d'origine. Mais vu les circonstances du corona qui étaient de l'interdiction de voler, l'interdiction de voyager, l'interdiction de quitter le territoire, l'interdiction de rentrer sur un autre territoire, le cas de force majeure sanitaire qui maintenant, actuellement, plusieurs personnes se posent la question pourquoi et comment, que maintenant qu'en période corona, il y avait des pays qui, eux, n'ont pas suivi le raisonnement de fermeture ou quoi que ce soit, qui, eux, ont laissé les rapatriements de corps se faire. Ce qui fait que ceux qui étaient pris devant le fait accompli de l'interdiction de voyager ou de rentrer dans le pays, alors se voyaient de se faire enterrer ici et ne pas laisser en attente. Maintenant, ce qu'il y a, que les gens ne comprennent pas que l'intercommunale, quand elle s'est créée sur la jurisprudence islamique. Et la jurisprudence islamique disait que déterrer un corps, c'est comme si on profanait cette sépulture.
Et alors, il n'y avait pas dans la réglementation de l'intercommunal de déterrer, de faire des exhumations, sauf s'il y a une ordonnance judiciaire qui l'ordonnait. Mais de prendre de bon vouloir de chacun, c'est-à-dire de prendre une décision. Aujourd'hui, je prends la décision, aujourd'hui j'ai mon frère qui est enterré là, je prends la décision, ben voilà, je vais retourner vivre au pays, ben je vais le prendre avec moi et je le ramène. Mais excusez-moi, au niveau religieux également, c'est une wasaya, c'est une amana, c'est un testament qui, pour que la personne en âme et en conscience vis-à-vis des membres de sa famille soit aussi apaisée de la volonté du défunt. Alors, comme on dit chez nous, c'est selon la darura. C'est-à-dire une darura, c'est-à-dire que, Youssef, ça dépend si c'est possible. C'est une nécessité. Les familles qui viennent vous trouver aujourd'hui pour déterrer leur... oui, c'est possible, mais ils ne s'imaginent pas un petit peu le travail insalubre que ça va être. Comme vous l'avez dit vous-même. Des ossements, non? Non. Après combien d'années le corps ici en Belgique dans une terre humide devient... Ah, il faut attendre. Il faut attendre une dizaine d'années, même une quinzaine, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années pour que ça devienne des ossements, comme vous dites. Ici, un corps qui est enterré, ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans. Donc, il est encore entier. Parlant, il faudrait éviter ça? Écoutez, moi la première question que je me pose, c'est pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là, ici en Belgique, alors que l'islam est reconnu depuis 77. Oui. Il y a une représentativité officielle. Il y a un conseil des théologiens, donc composé de savants reconnus. Est-ce qu'on leur a posé la question? Est-ce qu'il y a un avis officiel, un écrit, traduit dans toutes les langues? Est-ce qu'il y a un communiqué qui a été fait pour expliquer aux fidèles? Est-ce qu'il y a une action qui a été faite dans toute la Belgique, néerlandophone, germanophone, francophone, dans toutes les régions, quelles que soient, d'expliquer ça, d'avoir une certaine pédagogie d'approche? Parce que les gens ne savent pas. On ne leur a jamais expliqué. Moi, j'en suis sûr que ces gens, ils demandent ça parce qu'ils pensent bien faire. C'est de bonne volonté. C'est pas pour s'acharner sur des tombes. Donc, d'un point de vue religieux, qu'à l'origine, et on le dit, on l'a toujours dit, à l'origine, le musulman est enterré à l'endroit où il est décédé. Alors dit oui, c'est ma liberté, j'ai encore le droit. Mais oui, mais vous avez posé une question religieuse. Donc vous avez posé une question religieuse. Est-ce qu'on serait mieux que les compagnons du prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Combien de compagnons ont perdu la vie en dehors, dans des terres qui n'étaient pas à l'époque musulmanes, et pourtant ils ont été enterrés à l'endroit même. Donc d'un point de vue religieux, il n'y a aucune gêne, et que ceux qui doutaient ou bien qui n'avaient pas le cran de faire le geste, eh bien Corona est venu justement, Corona est venu pour imposer cette méthode à tout le monde. Certes, le fait que certains prédicateurs, rahmatullah al-jami, entre autres de Cheikh Rachid qui a été cité, était un exemple, parce que lorsqu'il y a un prédicateur ou bien un savant, Cheikh Moudden, qui faisait partie même du conseil des théologiens, qui est décédé ici, et que on dit oui, lui il aura un cours de passe-passe, il pourra être rapatrié. Non, pas du tout. On a prié, j'ai personnellement assisté aux funérailles de Cheikh, qui a son âme, et nous l'avons enterré dans ce cimetière, et il est toujours là, et il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on est sorti du corona partiellement. Donc, d'un point de vue religieux, c'est très clair, mais est-ce que les gens font cette démarche à partir d'un avis religieux, ou bien d'une passion, ou bien d'une envie? Parce que c'est ça. Parce qu'on dit, écoutez, moi je ne vous parle pas de religieux, parce que même si on amène aujourd'hui une réponse religieuse, tu dis, moi c'est ma liberté. Moi, je veux que ma mère, mon père, ou bien mon fils, ou bien mon épouse, ou bien mon époux, je veux qu'ils soient prêts. On a un carré familial chez nous, au bled, et qu'à chaque fois qu'on est là, il y a la famille, ils veulent se recueillir. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces gens-là? Donc, je pense qu'on a... Vous les sensibilisez, vous les conseillez aussi au niveau humain, religieux? Écoutez, moi, personnellement, je suis très restreint dans mon champ d'action. La population musulmane est très grande. Je ne pense pas que moi tout seul, ça va être assez. C'est pour ça que j'utilise justement cette table ici autour de nous, de toutes ces bonnes âmes et ces bonnes intentions pour pouvoir mettre en place, avec les responsables, avec toutes ces personnes qui sont responsables sur ce sujet-là, de sensibiliser, de faire une approche pédagogique
afin de faire comprendre réellement qu'en est-il, alors qu'hier, on voit qu'il y a une bonne évolution. Hein. Hier, c'était impossible de parler de ça. C'était inacceptable. C'était un tabou. Il ne fallait même pas en discuter, c'était inacceptable. C'était automatiquement le rapatriement. Aujourd'hui, ça se discute. Il n'y avait pas que la question identitaire que vous disiez au début en tant qu'émigré retournant dans son pays d'origine. Il y a aussi la question que je ne sois pas enterré dans une terre des mécréants. C'était dans ce sens-là aussi, je pense. Ben, ça, c'est encore le comble. C'est encore le comble parce que cette terre de mécréants, là, vraiment, on nage dans l'ignorance absolue. Oui. Mais on l'entend, on n'est pas là pour condamner, on est là pour une réalité, pour changer les mentalités. Je suis prêt d'ici à prendre ma responsabilité de condamner ces termes. En tant que musulman, vous avez vécu pendant tout votre vivant, en leurs termes, en terre de mécréants, et quand tu es mort, tu te remets en question. C'est quand même bizarre. Alors que Dieu nous a créés pour pouvoir vivre dans le sentier de Dieu. Toujours ces gens qui appellent à mourir dans le sentier de Dieu. Nous, on fait un appel à vivre dans le sentier de Dieu. Et le sentier de Dieu, c'est cette terre qui nous a permis de pouvoir vivre sereinement, tout en respectant, bien sûr, chacun de nous, ses pratiques et son culte. Merci beaucoup, M. Youssef. Justement, je crois que vous me disiez, quand je vous ai rencontré au cimetière, M. Begers, qu'il était même préférable d'être enterré ici au niveau de la qualité de la terre par rapport à celle du Maroc. Vous pouvez l'expliquer un petit peu au public? En fait, comme a dit Jamal, hein, au début, quand on a rédigé le règlement du cimetière multiconfessionnel, notre principe, c'était la tombe est sacrée et inviolable. On n'a même pas prévu d'exhumation. C'était même interdit les exhumations, sauf les exhumations juridiques. Puis, récemment, on a un peu changé notre fusil d'épaule parce qu'il y a des gens qui nous harcèlent et que légalement, on ne peut pas interdire les exhumations. Maintenant, je peux fixer un tarif, je peux dire, voilà, demain, ça va vous coûter 50 000 € pour exhumer, comme ça va les dissuader. Mais bon, le principe, c'était celui-là, c'est la terre est sacrée, inviolable, et c'est tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des différences de... Je pense que les quelques personnes, heureusement, il n'y en a que quelques-uns qui ont demandé à exhumer, 2 ou 3 jusqu'à présent. Et quand je parle avec ces gens-là, je sens bien que ce n'est pas pour des raisons religieuses, c'est des raisons affectives, c'est tout. Ils ont leur famille, leurs parents qui sont enterrés là-bas, ils ont encore de la famille là-bas, et ils veulent simplement être en famille en réalité. Ça n'a rien de religieux. Hein. Au niveau de la matière de la terre, vous m'expliquez? La matière, c'est sûr qu'ici, quand on parle de décomposition du corps, ici il faut un certain temps, je dirais facilement 30 ans pour que le corps se décompose entièrement et qu'il ne reste plus que des ossements. Parce que d'abord il fait moins chaud qu'au Maroc et c'est de l'argile. Au Maroc il y a peut-être du sable ou bien une terre caillouteuse qui draine bien l'eau et l'eau passe à travers. Ici l'argile elle boit légèrement, elle boit de l'eau, puis quand elle est saturée l'eau stagne. En été c'est juste l'inverse, elle rend l'eau et puis elle se fissure. Quand on creuse une tombe, il n'y a jamais d'eau au fond de la tombe. Et donc ça ralentit la décomposition, c'est sûr. Maintenant, l'avantage qu'on a ici, c'est que depuis 2019, on peut enterrer sans cercueil, ce qui est, à mon avis, une bonne chose. Religieusement parlant aussi, je pense. Religieusement parlant, au niveau écologique, c'est beaucoup plus... Sinon, je pense qu'avant que le cimetière existe, moi je comprends très bien que les gens rapatrient, parce qu'il y avait nécessité, ça n'existait pas, il n'y avait pas de parcelle musulmane. Mais depuis qu'il y a une parcelle musulmane, je ne vois pas où est la nécessité. Donc, mais voilà, chacun, comme a dit Youssef, bon, je ne vais pas intervenir. Hein. Donc c'est eux qui prennent leurs responsabilités et puis c'est tout. Youssef, on a l'impression que vous vivez l'enfer dans certaines situations. On va revenir vers vous. Monsieur Benabidou, artiste bruxellois. Vous avez joué, bonsoir, bienvenue. Salam alaikum. Le micro. Ah voilà, je l'ai là. Oui. Donc je disais la bienvenue, merci d'être présent. Avec plaisir, je suis dans mon décor naturel presque. Exactement. C'est ici que j'ai commencé en rendant une visite à notre cher Jamal. Ma première scène, c'était de recoudre un mort. Donc bon, c'était un comédien, mais c'est quand même très impressionnant quand même de se dire qu'on fait ça dans la vie. D'ailleurs, c'est une des questions que je lui ai posées. Comment est-ce qu'on continue à vivre alors qu'on vit avec les morts quelque part? Mais voilà, il m'a très bien répondu et c'est vrai que ça fait partie à la fois de la vie et puis c'est un métier comme un autre. Et puis je pense qu'il fait ça avec tellement d'humanité, de compassion et d'amour que
que voilà, ça, je dirais, ça passe, quoi. Mais moi-même, en tant que comédien, ça a été très difficile. Hein. J'ai été entouré de cercueils pendant 1 mois. Lorsque j'étais tourné au Maroc, j'étais dans un cimetière, j'étais à Tanger, au cimetière El Moujahidine. Donc c'était 2 ou 3 jours tout le temps dans le cimetière. C'est assez flippant. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, Benhamidou est connu du public bruxellois. Vous avez joué des pièces de théâtre qui touchent tous les sujets de la vie. Et là, on vous a vu dans ce décor, dans cet espace, jouer dans un film qui s'appelle Dogrand, La Bonne Terre, qui est d'ailleurs sur Netflix et que je vous invite à voir parce qu'il est intéressant. Vous avez été quelque part aussi le personnage principal. Vous étiez le responsable d'une famille qui tient une société de convenance. Un peu le gardien de la tradition. Mais parlez en temps où il y a le personnage, certes. C'était quoi le message dans ce film et à quoi est-ce qu'il vous a confronté en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne? À la fois, déjà, pour moi personnellement, c'était la première fois de ma vie en tant d'artiste que je joue une série en arabe. J'ai jamais fait ça. Donc j'ai dit en rigolant à mes enfants, il a fallu attendre 20 ans pour que des Flamands me fassent jouer en arabe. Si ça, c'est pas l'intégration, bravo. Oui, parce que c'est pas évident, c'est pas ma langue maternelle, moi, l'arabe ni le darija. C'est-à-dire que je parle ma langue maternelle. Moi, quand on me dit toujours, c'est quoi ta langue maternelle, je demande aux gens, je dis, vous rêvez en quelle langue? Moi, je rêve en français. Sauf quand je m'énerve. Alors quand je m'énerve l'arabiya. Oui, c'est vrai. Et donc oui, je comprends l'arabiya, je parle l'arabiya, mais avoir du flow, dire un texte, c'était quand même compliqué. Donc voilà, donc ça a demandé de l'entraînement, ça a demandé, mais c'était chouette à faire, c'était très très sympathique. Et puis c'était ça aussi, c'est ça aussi Bruxelles. Donc dans la série, je parle à mes enfants en Derija et ils me répondaient en néerlandais. Et donc c'est ça la vie aussi. Donc à la fois. Et puis c'est la première fois que je jouais un personnage aussi traditionnel. Donc on était vraiment dedans puisque c'était des jours et des jours. Et il y a une scène vraiment magnifique que je garde en tête. On était en train de tourner du côté de Boxtal et c'était censé être une mosquée. Donc on sortait un corps. Et donc on était en train de faire des prières. Et donc le réalisateur était loin, il fait action. Donc on commence à jouer, et il y a une dame qui passe, elle n'a pas vu la caméra, elle me dit c'est qui est mort? Il fait couper. C'est la bonne scène. Ouais. Et donc c'était assez touchant, on dit non écoutez c'est tout ça. Elle dit ah ouais d'accord, ok. Elle dit vous allez recommencer plusieurs fois. Elle dit mais il est déjà mort ou pas? Je dis non mais écoutez il n'y a personne dans le cercueil. Et à Tanger on avait une scène magnifique où ils ont fait venir un petit imam du village. Et donc, au moment où on met le cercueil en terre, donc il commence à lire le Coran. Donc, il commence à lire une sourate. Et puis, il commence à lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puis, à un moment, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis, le réalisateur, il fait couper. Ah, dit non, mais vous ne pouvez pas couper. Je suis en train de lire le Coran. Il dit, mais oui, c'est une scène. Oh, bon. Il dit, mais est-ce que je peux terminer? Il dit, mais quand je vous dirai action. Et donc, c'était assez drôle. Mais à la fois, c'était tellement beau. Et donc on a recommencé la scène, je crois, une dizaine de fois. Donc il a lu le Coran une dizaine de fois. Après 5-6 fois, il dit, mais dans la vraie vie, on ne lit jamais autant. Hein. Quand on lit autant, il faut nous payer. Et puis son copain lui a dit, mais tu veux faire du cinéma ou tu ne veux pas faire du cinéma? Et donc il y avait un mélange à la fois, c'était à la fois très émouvant. Ouais, c'était une belle expérience, on a rencontré plein de gens, et puis il y a plein de gens. Ici, vous voyez, il y a encore l'assurance chômage. Il y a plein de gens qui venaient me trouver, mais des vrais gens, en disant bonjour, on a perdu quelqu'un, est-ce qu'on peut l'enterrer? On disait non, écoutez, j'ai toutes mes condoléances, mais c'est pas chez moi qu'il faut venir. Mais je dis, mais quoi, vous vous êtes implanté ici, il y a une assurance chômage. Mais Benhamidou, je crois que tu en as fait plus fortune pour l'assurance. Oui, je crois qu'on n'a pas fait comédien encore, mais j'ai pas. La période de Corona. Oui, mais je crois que j'ai ni la patience, ni surtout l'efficacité. Et voilà, de faire ce métier-là, c'est quand même, comme il a expliqué, c'est vrai, dans les scènes, on l'a senti, c'est un métier à la fois, au-delà d'enterrer les morts, c'est un métier social, c'est un métier où on est proche des gens, c'est un métier où on assiste parfois à des tragédies. Et donc, on est quelque part médiateur aussi. Et donc, et c'est vrai, je reviens à ça, vous avez dit quelque chose qui m'avait touché et qui est hyper important, au-delà de la religion, au-delà de la tradition, c'est la liberté. De choisir, la liberté de choisir.
Et c'est vrai, lorsqu'on est parti, lorsqu'on décède, ben, la personne qui est morte, elle est partie. En fait, le plus dur, parfois, c'est ceux qui restent. Et ceux qui restent, ils aiment mettre des mots sur ces souffrances-là. Et c'est vrai, le fait de prendre sa voiture et de faire une demi-heure, 20 ou 25 minutes, et d'aller à Scarbeck et de se recueillir, mais ça fait énormément du bien, d'ailleurs. Ça fait énormément du bien. Et ça, moi, en tout cas, je travaille encore beaucoup avec des jeunes dans mes ateliers théâtre. La plupart des jeunes, en tout cas beaucoup de jeunes de la deuxième génération, de ma génération, presque à plus de 90% disent voilà, on va se faire enterrer ici. Parce qu'en fait, c'est un pays qui nous a tellement donné, et on a tellement donné aussi à ce pays. Oui. Donc quoi de plus normal de finir sa vie ici. J'entends que ce serait votre volonté. Ce film, en dehors du personnage, ça vous a confronté à réfléchir à comment vous voudriez, où vous voudriez être enterré. Ah oui, c'est clair. Moi, excusez-moi, le Maroc, j'adore le Maroc, aller en vacances, c'est le pays de mes parents. Donc c'est mon pays d'origine, et je ne le renie pas, d'ailleurs je dis souvent des gens, je ne suis pas suédois. Hein, donc non, voilà, je sais d'où je viens. Mais excusez-moi, mais en étant humble, j'ai rien à voir avec ce pays. C'est-à-dire, c'est le pays de mes parents, j'adore y aller, mais voilà, j'ai pas d'émotion. Alors j'adore y aller en vacances, mais mourir, c'est terminer la fin d'un voyage. Et moi, en tout cas, mon choix, c'est personnel. Ça fait depuis très longtemps déjà où j'ai décidé de finir mon voyage, de jouer ma dernière scène ici, à Evere d'ailleurs. Voilà. Il faudrait alors après vous arranger. Il faudrait finir tantôt. Juste pour terminer aussi, j'ai plein d'amis qui sont partis, beaucoup d'amis de couples mixtes aussi, qui sont partis. Et le fait d'être enterré ici, ben, il y a quelque chose qui s'est développé aussi, je dirais, avec nos amis belges. C'est-à-dire ben, on a vu depuis quelques années, moi j'ai quelques copains artistes qui sont décédés, qui étaient de tradition arabo-musulmane ou qui étaient complètement musulmans. Eh bien, on a vu des Belges entrer dans des mosquées, leur rendre hommage. Il y a 15-20 ans, on voyait pas ça. Rendre hommage des artistes, des amis, mais c'est toujours après leur mort qu'ils sont connus. Donc les imams les ont accueillis. Donc les femmes ont été accueillies dans les mosquées de femmes. artistes. Donc il y a eu des cérémonies. Et donc ça, je dirais, pour moi, excusez-moi, c'est peut-être c'est le vivre ensemble jusqu'au bout. Et les mosquées, franchement, en tout cas, celles que je connais, ont été hyper ouvertes. Et donc elles ont expliqué les traditions. Et donc du coup, on ne connaît plus simplement les amis du quartier, simplement en allant boire un verre. On connaît également leurs traditions et leur culte jusqu'à la fin. Et ça, je trouve ça super important. Ok, justement, après, attends, excuse-moi, Ludo, on va juste lancer un petit film et après, je compte sur toi pour mieux éclairer Ben et le public. On va après éclairer Ben qui veut être enterré à Evere et tant d'autres pays. Le plus tard possible, quand même. De qu'est-ce que ça coûte, les formalités, etc. On va lancer peut-être le Sander si tu veux. Je te trouve bien silencieux. Est-ce que tu es mort aujourd'hui? Je ne t'entends pas. Généralement, tu réagis. J'écoute, c'est fort intéressant. Merci. Oui, c'est un truc que j'ai. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien prendre un thé pour me sentir vivant. On a regardé. هو مسكين هنايا مساك نقولوا اليوم عنده عيد الميلاد ديالو اليوم مسكين كان غادي يكون عنده 22 عام ان شاء الله. حاجة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العهد من الأرجاء. شكرا. تينا كنتي في المغرب. كنت في المغرب. وشحال كنتينا هنا بلجيكا؟ من 2004 دابا تقريبا 20 عام. Tu vivais au Maroc et tu es ici depuis 2004. Depuis 2004 en Belgique. Okay. Et tu as choisi d'enterrer ton fils en Belgique. بغيت ندفن ولدي هنا قدامي لأن أنا تنعيش دابا هنا. الحياة ديالي هنا، ولادي هنا، عائلتي الصغيرة كلها هنا. ما نقدرش ندفن ولدي في المغرب لأن بالنسبة لي هذا هو بلدي الثاني. نص الحياة ديالي هنايا لأن أنا ما نقدرش هذه ما كانش عندي في البال وما نقدرش نديرها.
وجاتك هكذا ولا فكره درتوا عليها اجتماع مع خوتو مع ما درت عليها حتى شي اجتماع. بغيت ولدي يكون قدامي. انت اللي قررت؟ انا اللي قررت. ولادي كانوا بغاو يهبطوا من المغرب، ولكن انا قررت ولدي يكون قدامي لان انا عايشه هنا، حياتي هنا. Mais ses frères et sœurs voulaient l'enterrer au Maroc. Comment se fait-il? خوتو قالوا لي هبط ندفنوه في المغرب الولاد. قلت لهم لا. Toi tu as refusé. لا. Et quel était l'argument علاش هما باغيين يدفنوا في المغرب؟ غير قالوها وصافي ما فكروش. بالنسبه مغربي؟ نو 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 لا 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 علاقه مع ديك الشيء، غير جاتهم هكاك وصافي. Pour eux c'était une évidence. جاتهم ديك الشيء لو شوك، خوهم الصغير، لان هما اللي هبطوا هنا دفنوه، هما اللي هبطوا داروا كل شيء، هما اللي لا انا ما فكرتش في هذا القرار كاع. وبالنسبه باسكو يا دي كونتروفيرس كاينين عاوتاني بعض العائلات يقول لك هاد البلاد ماشي بلادنا، بلاد الكفار، سي اون تير ميكريونت، ما ندفنوش حنا نسميو في بلادي ماشي العرب وماشي المسلمين. لا كل واحد عنده الديانه ديالو وكل واحد نحترموا الديانه ديالو. شاكان سا ريليجيون اي اون ريسبكت كل واحد نحترموا الديانه ديالو. هذه حتى حنا عندنا الارض ديالنا، حتى حنا مسلمين، حتى حنا تنصليو، حتى حنا درنا الجنازه ديالنا، حتى حنا درنا الدفين ديالنا بالاسلام ديالنا، بالقران ديالنا، بكل شيء تنحترموا. دونك en fait tu dis bien que la terre c'est aussi notre terre et nous avons enterré, tu as enterré ton fils de la manière musulmane, donc rien ne change. ما كاين حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما نبدلها. امين 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 ان شاء الله. امين الجاه العالمين. امين 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 يا رب. امين امين. الحمد لله. انا تنقول لي ماتلوش ولدو، ماتلوش ميمتو، ماتلوش باه، يدفنوا قدامه. والله ما يندمش، لان الا ما دفنوش قدامه من بعد غادي يندم. Le message de madame est que à toute la population musulmane, les frères, les parents, d'être enterrés ici et d'être proche de sa famille, de ses défunts. لان غادي يجي واحد الوقت غادي يتوحش وغادي يندم، نقول نصاب كنت دفنتو قدامي، نشوف فيه، يسمعني، نهضر معاه. Car il viendra un temps que la personne le regrettera de ne pas pouvoir communiquer avec son proche, de ne pas pouvoir l'approcher de cette manière, de ne pas pouvoir méditer devant sa tombe. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi. Oui, donc il y a une question purement logistique. Donc combien coûte une concession et pour combien de temps est-ce que la concession est donc mise à disposition du départ? Est-ce qu'il faut la renouveler? Comment ça se passe? Très bien. Justement, sur ce point, c'est vous qui allez nous éclairer, monsieur Benamidou. En fait, ce reportage est intéressant parce que la plupart des gens que je côtoie me disent la même chose. Ils disent qu'ils enterrent ici plutôt qu'au Maroc, parce qu'au Maroc, les défunts sont abandonnés, tout simplement. Ils ne vont pas aller tous les vendredis au Maroc pour aller prier sur la tombe. Alors, si on en vient aux questions pratiques, bon, c'est un peu compliqué. L'intercommunale est une association de 12 communes bruxelloises. Quand on habite dans une de ces 12 communes, une concession coûte 1 300 € pour 25 ans. Si on prend directement 50 ans, bon, c'est toujours renouvelable, même 25 ans c'est renouvelable. Si on prend 50 ans, c'est 2002. Par contre, si on n'habite pas dans une des communes qui financent le cimetière, le tarif est sérieusement majoré, puisque je vais voir 1,8. C'est 80% en plus. Donc, au lieu de 1300 par exemple, pour 25 ans, c'est 2300. 2300. D'accord. Et là, il y a peut-être encore quelque chose à faire, et au moins faire en sorte que toutes les communes bruxelloises soient associées à l'intercommunal.
à l'heure actuelle, il y a encore des communes comme Forêt, par exemple, beaucoup de musulmans, qui n'est pas associé à l'intercommunal. Donc les Forestois, ils payent 2003, les autres payent 1300. Donc il y a encore des choses. Et les communes flamandes à proximité? Il n'y en a aucune. Style Linkebeek ou non, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Aucune commune flamande. Et justement, c'est là où on profite sur l'occasion de voir comment ça se fait que ce sont des communes qui sont en périphérie de Bruxelles, qui font partie de Bruxelles, en région bruxelloise, qui eux ne se sont jamais rapprochés de participer, de signer la convention, de participer. Et ça, c'est une volonté politique? Daarom moet ik nu... Je demandais si c'est une volonté politique. Ik moet nu in het Nederlands spreken om al die gemeenten naar ons te brengen. Nee, ik denk dat die andere gemeenten van plan zijn hun eigen multiconfessionele begraafplaats open te doen. Maar het is heel ingewikkeld als je een amendement met transperceel in een gemeentelijke begraafplaats wil openen, omdat je bijna verplicht bent 2 verschillende reglementen aan te passen. Mais je vais continuer en français. C'est pas une volonté politique. Je pense que c'est... Oui, je pense que non. Je pense qu'on a bien vu que depuis que, en fait, les premiers, c'était Liège et Anvers. Puis il y a eu Bruxelles, et puis j'ai bien vu qu'on a fait des petits. Il y a des initiatives à Malines, à Charleroi, etc. Mais comme a dit Jamal tout à l'heure, c'est très difficile de créer un carré musulman dans un cimetière communal parce qu'il y aura des problèmes de réglementation. Les cimetières communaux, tous vont vous imposer de mettre une pierre tombale, par exemple. Tous vont vous dire à 4 heures on ferme, ou peut-être pas tous, mais quasi, la plupart. Donc nous, l'avantage qu'on a eu, c'est que justement on a pu créer notre propre règlement. On a dit la pierre est facultative, parce que pour moi le plus simple c'est le mieux. Le mort n'a pas besoin de 36 pierres sur sa tombe. Il a juste besoin qu'on fasse des invocations, qu'on pense à lui et qu'on rêve de lui, comme vous avez dit. Je crois qu'on est vraiment mort le jour où personne ne rêve plus à vous. Mais c'est quand même intéressant d'entendre ça de Ludo. Franchement là, tu... Je me demande juste si dans une autre vie, tout à fait pas moi, mais... Si, sûrement. Mais c'est intéressant. J'ai perdu le fil maintenant de ce que je voulais dire. Ah oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, on peut pas faire... Nous, on a créé un règlement propre à l'intercommunal, donc ça a été très facile. Par exemple aussi, la plupart viennent après la prière de Dor. Et donc s'il y en a 5 ou 10 qui arrivent, ben, on n'a jamais fini à 4 heures. Quoi. Donc il fallait une certaine souplesse, une souplesse qu'on ne trouvera pas dans un cimetière communal. Ludo, quand par exemple après 25 ans, je ne peux pas garantir que quelqu'un puisse venir payer les autres 25 années, qu'est-ce qui se fait de mon corps? Alors à l'heure actuelle, il y a des associations qui financent pour les indigents. Le principe étant que malgré tout, peu importe la personne qu'elle soit indigente ou pas, il faut l'enterrer dignement. Et donc, je pense que la Oumma va se rassembler pour justement faire en sorte que tout le monde soit enterré dignement, même si c'est un nécessiteux. C'est votre volonté aussi? Je vous sens avec beaucoup d'empathie. Ben, moi je trouve. Ok. Monsieur Mbarek, vous êtes parmi les invités. Non. J'en suis. Non, vous êtes parmi les invités ici, mais vous n'avez pas été invité autour de la table. Mais on est ravis que vous soyez là. Merci. On est ravis que vous soyez là. Si je peux me permettre, oui, mais j'ai quand même envie de dire, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous avez été longtemps mon banquier, et puis vous avez choisi d'être plus riche, et vous occupez aujourd'hui des pompes funèbres. Mais vous êtes... C'est la même chose. Le micro à côté de vous. En fait, vous étiez vraiment, c'est important, je m'adresse à vous. Vous avez été un pionnier longtemps, notamment pour la question d'assurance. Je pense que ce n'est plus tellement rentable aujourd'hui avec cette génération qui veut être enterrée à Bruxelles. Ça ne change pas à ce niveau-là? Exactement. Pour l'assurance de la Banque Chabi, il intervient pour les deux. Qu'ils soient l'animation locale, qu'ils soient... Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous êtes retraité de votre ancienne fonction qui était directeur de la banque, dont je ne cite pas le nom, mais vous voulez gagner des hasanats. Aujourd'hui, c'est vous qui vous occupez
des défunts pour les enterrer au mieux, dans des meilleures conditions. Mais alors, les meilleures conditions, j'entends bien aussi une controverse, c'est qu'il arrive parfois qu'il y a des défunts qui sont restés dans les morgues plus de 3 ans. Est-ce que c'est des rumeurs ou c'est vrai? Exactement. Religieusement parlant, cela est quand même pas très islamique. Il y avait un conflit entre la famille et les confrères. C'est la pas fait exprès, mais c'est eux. La famille et les autorités aussi. Oui. Et les autorités. C'est pas tel ou tel confrère qui va laisser la... Et quand il y a des sans-papiers qui sont... Ben, on vient de prendre en charge un qui n'a pas de papier et tout ça. Dans les mêmes conditions que quelqu'un qui est assuré et qui a sa famille auprès de lui. Exactement la même chose. Quel est l'idéal pour un défunt qui décède? Il est quand même religieusement conseillé le plus rapidement possible de l'enterrer. Religieusement, ce serait, tant que le corps est encore... La tradition prophétique... Gardez le micro parce que je reviens avec vous, monsieur Mbarek. Non. La tradition prophétique fait en sorte qu'il est préférable que le corps soit enterré donc dès le décès de la personne. Qu'il y a là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut le plus rapidement possible laver le corps, le préparer, c'est-à-dire le mettre sous linceul, et ensuite l'emmener devant les fidèles, devant la famille pour la prière mortuaire, et ensuite l'enterrement. Et ceci dans un temps très restreint, le plus rapidement possible. Vous pouvez donner un exemple? Ce qui est conseillé? Ce qui est conseillé, parfois on ne choisit pas. On va dire l'une des situations qui serait la plus formidable, c'est que cette personne, parce que la mort on ne choisit pas quand on meurt, donc la personne décède le lundi à 4h du matin. Directement, on prend contact avec la société de pompes funèbres pour qui va démarrer les démarches administratives. Ces pompes funèbres vont prendre en charge le lavage mortuaire, donc ils vont apporter des personnes compétentes à cela. Le lavage est fait dans l'heure ou dans les 2-3 heures qui suivent, suivant la proximité de la personne, disponibilité du personnel. Et en fait, si le corps va être enterré en Belgique directement, alors là, Jamal est tout à fait apte pour répondre de ce côté-là, d'un point de vue timing, parce que c'est les pompes funèbres qui vont contacter. Ah oui. Les règlements. Continue, Jamal. Au niveau du timing, une personne qui décède, ici la loi belge nous impose que la déclaration de décès doit être faite, l'officier d'état civil doit être au courant, dans les 24 heures qui suivent le décès, il doit être au courant du décès pour qu'il puisse établir l'acte de décès. Ça, c'est la loi belge. Et la loi, ici en Belgique, nous impose que le permis d'inhumer ne peut être délivré qu'après les 24 heures suivant le constat de décès du médecin. C'est-à-dire que maintenant il décède à 4 heures au matin, l'autorisation d'inhumer de l'officier ne peut être octroyée que le lendemain à 4 heures au matin. Maintenant, ici, avec ce corona, quand il y a eu le corona, il y a eu des règles qui étaient plus assouplies et autres, de dire que les 24 heures ne peuvent pas être respectées, qu'on peut déjà directement, pour éviter non, c'est surtout le nombre de décès qu'il y avait à ce moment-là, pour qu'on puisse enterrer et non pas laisser énormément. Et même nous, on était confrontés à des hôpitaux qui nous téléphonaient de la nuit, de 2 heures, 3 heures, demandant de venir récupérer les corps parce qu'ils n'avaient plus de place dans les morgues, et pour qu'ils puissent avoir de la place pour qu'on puisse récupérer les corps et les préparer. Mais au niveau administrativement, maintenant une personne décédée le vendredi, on peut déjà envisager la toilette, le préparatif ou la prière mortuaire, et à ce moment-là prévoir l'administratif le lundi matin à la première heure avec l'état civil, et prévoir déjà, nous on peut déjà envoyer une réservation d'enterrement dans la plateforme de l'intercommunal, réserver l'heure, le créneau pour le lundi pour qu'on puisse l'enterrer. Mais tout ça dépend au niveau administratif. Que ça soit si c'est une mort naturelle ou que ce soit une mort suspecte ou violente, là il faudra attendre que
le judiciaire nous permette aussi l'enterrement. Ça, c'est le juge qui permet, qui octroie l'autorisation. Voilà. S'il y a une autopsie qui doit être faite, il faut attendre que l'autopsie soit faite et que le juge reçoit son rapport médical pour qu'il puisse délivrer l'autorisation d'inhumer. Cette autorisation d'inhumer du juge, lui, est remise directement à l'officier d'état civil. C'est tout un engrenage qui suit. C'est tout un trajet administratif. Ça déterminera le temps. Voilà. Sinon, pour revenir à l'exemple que j'ai donné, donc la personne, Jamal, qui est décédée naturelle à 4h du matin le lundi, quand on peut le mettre sous terre tout en restant bien sûr objectif avec les démarches administratives, il n'y a aucun quoi. Il décède à 4h du matin le lundi, au niveau administratif préparatif, il y a des créneaux administratifs qui pourront nous permettre de l'enterrer dans l'après-midi. S'il y a des états civils qui peuvent nous donner les autorisations et nous octroyer, il y aura d'autres états civils qui vont adopter cette règle des 24 heures et attendre que le mardi puisse être enterré. Au plus où le défunt part dans une mort où les procédures, au plus ça devient cher. Non, ça ne change rien. Si. Au niveau maintenant, si la personne décède dans un centre hospitalier, le corps est déposé à la morgue de l'hôpital. Maintenant, par exemple, voilà, aujourd'hui, une personne, on est vendredi, et la personne est décédée à l'hôpital, dans un hôpital, et à l'hôpital ne peut pas vous remettre le corps, ni le samedi, ni le dimanche, il faut attendre lundi. Ces frais de morgue sont imputés dans la facturation d'hospitalisation du défunt. Quand le défunt n'a pas le moyen. C'est mis quand ils n'ont pas les moyens, on fait en sorte de contacter. Ça ne retarde pas. Ça ne retarde pas. Ça ne retarde pas. Nous, ce qu'ils n'ont pas les moyens, écoutez, nous, on prend en charge le défunt, on prend contact avec différentes associations humanitaires pour pouvoir faire des collectes, pour qu'on puisse faire au plus vite et l'enterrer dignement le plus vite possible, et quitte à voir avec l'intercommunal de lui octroyer une concession indigente qui est payée par la OMA également. Et à ce moment-là, on l'enterre dignement pour pas qu'il reste tardivement. Tandis que maintenant, si on prend cette optique de rapatriement, sachez qu'un rapatriement ne se fait pas en 24 heures. Le rapatriement... Donc vous voulez dire qu'il est préférable d'enterrer ici à Bruxelles. Le rapatriement ne se fait pas en 24 heures. Le rapatriement est toute une procédure administrative, que ce soit à la commune, que ce soit sanitaire, que ce soit avec les autorités du pays là où il doit être rapatrié. C'est-à-dire qu'il y a une autorisation de rapatriement qui doit être mise. C'est comme ici, vous décédez dans une commune qui est Anderlecht, pour pouvoir l'enterrer à Evere, il faut avoir l'autorisation de la commune de Evere, entre autres de l'intercommunal, qui doit nous donner l'autorisation d'enterrer de l'intercommunal pour quitter. Ici, un rapatriement de corps, on doit avoir l'autorisation du pays où le corps doit rentrer. Des fois, il y a des pays où il faut attendre que l'autorisation vienne du ministère des Affaires étrangères, du pays. Juridiquement parlant, c'est pas l'idéal tout ça. Cela va de soi. Mais là, maintenant, on parle de ce sujet. Moi, je sais tant que mal, je dois forcer apparemment, on ne va pas mettre ça sous le nom de l'islam, que ce soit bien clair. Et notre ami nous l'a rappelé, c'est une question parfois de liberté. Ça n'a rien à voir avec la conviction musulmane. Au contraire, l'islam appelle à que la personne soit enterrée le plus rapidement possible. Donc là, on part de l'exemple qu'on a donné de la personne du 4h du matin. Dans les 24 heures, elle peut être enterrée en vérité. Peut-être mardi en fin de journée, elle va être enterrée. Quand ça se passe ici en Belgique. Voilà, quand c'est en Belgique. Et si c'est un rapatriement, eh bien, on va dans la semaine. Monsieur Mbarak. Oui. C'est pas d'avant la guerre que j'avais encore des messages dans les quartiers, dans les associations, dans les mosquées, qu'il faut rassembler 10 000 euros, 15 000 euros pour enterrer certains défunts. Ça a changé tout ça? Combien? On se souvient, si je ne me trompe pas, qu'il fallait ramasser de l'argent, et c'était pas des petites sommes. Vous pouvez peut-être être plus précis que moi. Il y a eu des sommes d'arnaque. Dans le temps, voilà, j'étais le seul sur le marché, c'était pas le montant. Non, c'était pas le montant. Quel était le montant? On a fait appel en tout cas. On est d'accord qu'on faisait des appels. Pour rapatrier le corps dans les mosquées même, parce qu'on puisse rapatrier. Ça ne dépasse pas les 4 000 euros. 4 000 euros. Maximum, dans le temps. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, 3 300, 3 400 jusqu'à 3 000. Et qu'il faut aller chercher où quand les gens n'ont pas? Les associations qui nous donnent.
Quelles associations? Humanitaires. L'association de la vôtre. La nôtre. En règle générale, c'est vrai Voilà, Kassim Bark, en tout cas. Malika, je crois que tu as des questions. Mustafa, il faut crier, Je Mustafa. rebondis peut-être s'il y a une question. Donc, comment cela se passe pour les personnes sans papier? Donc, vous, pour migranten zonder papier. Ben, comment ça se passe? Comment ça se passe les personnes? Ben, écoutez, nous, comme il a dit Abdel, il a bien vécu ça avec nous, que on est plus du social que de la business. Ben, on tombe devant une personne qui est clandestine. D'abord, on doit faire des recherches, de retrouver la famille. Pour retrouver la famille, alhamdoulilah, jusqu'à présent, tout défunt sans papier, on a pu retrouver la famille. À 100%. À 100%. On a tout. C'est rassurant. C'est à 100%. La preuve que même s'il y a un clandestin qui a été enterré ici, dans un cimetière communal comme indigent et autres, eh ben, même après 1 an, 2 ans, il y a de la famille qui se manifeste, qui apprennent le décès et qu'ils demandent d'exhumer le corps et de rapatrier le corps chez eux, et on a fait le nécessaire. Moi, j'ai eu plein de cas où que les corps, on a pu identifier les personnes clandestines, comme vous dites, après même 8 ans, 9 ans, et quand la famille a été retrouvée, et qu'on a pu remettre le corps à la famille. On a pu remettre le corps à la famille. Mais jusqu'à présent, les personnes clandestines, on fait des recherches de la famille, on les retrouve, et à ce moment-là, eux nous mandatent pour qu'on puisse rapatrier le corps. Et alhamdoulilah, avec la solidarité de la communauté maghrébine, musulmane et autres, on a pu collecter les fonds et rapatrier les corps aux proches. Et même des fois avec l'aide des autorités qu'on a dû faire des combinaisons, demander aux autorités belges de transmettre les empreintes aux autorités des ambassades pour qu'eux puissent les envoyer pour les identifier, retrouver les familles. On a pu retrouver les familles, et à ce moment-là, tout ça c'est question de solidarité plutôt, de solidarité et du travail qui a pu... D'où l'importance primordiale vous entendez tous ces témoignages et toutes ces procédures, et tous ces cas parfois qui sont très spécifiques, ça a besoin d'un encadrement. Et d'un encadrement dans tous ses sens, dans toutes les dimensions, que ce soit d'un point de vue logistique, que ce soit d'un point de vue administratif, que ce soit d'un point de vue religieux, il faut absolument parce que l'encadrement est là, mais il faut le renforcer. Comment? Il faut que cet encadrement ait un pouvoir. Comment on peut accepter que parfois on est sur les réseaux sociaux, il y a une récolte de dons qui est faite pour quelqu'un qui va être le gardien ici de la véracité de ce ramassage de dons. N'importe qui, peut-être quelqu'un est mal intentionné, va commencer à ramasser de l'argent, mais la communauté, c'est pas une vache à lait. Moi, je pense que les 2 000 à 3 000, il y a des gens qui sont vivants et qui ont besoin de ces 2 000 à 3 000 euros pour les aider. Mais en cas de nécessité, eh bien, on peut faire un fonds, on peut aller justement toquer aux portes des consulats, des ambassades, parce que c'est mort. Quel est le rôle du consulat? Ça, je pense pas que c'est un point de vue religieux, vous attendez de ça, c'est sûr. Il faut comprendre que quand on parle du consulat, le consulat c'est simplement un bureau d'intermédiaire entre ici la Belgique et le pays d'origine qui est le ministère des Affaires étrangères. Le consulat, on met tout sur le dos du consulat. Le consulat, il est simplement... Quand même. Le roi, oui, a donné ses instructions et tout ce qui s'ensuit qui sont là. Interpeller le consulat, il peut interpeller la royauté, faire en sorte que... Mais que ça soit... Il n'y a pas qu'un pays concerné, Malika. Il n'y a pas qu'un pays concerné. La communauté musulmane, elle est diversifiée de toute nationalité. Alors, c'est chacun... moi, ce que je dis, vaut mieux que ça soit clair que ce soit au niveau... C'est nous les immigrés. C'est nous qui sommes ici. Vous comprenez? C'est nous qui sommes ici. Alors, s'il n'y a pas la solidarité de tout un chacun ici. On y reviendra, c'est important.
Oui. J'ai encore une question, peut-être qui s'adresse peut-être plus spécifiquement à M. Youssef Noani. On a vu qu'il y avait beaucoup de confusion entre tradition, spiritualité, religion, etc. Donc ne faudrait-il pas, si ce n'est pas déjà le cas, multiplier les prêches de nos mosquées sur ce sujet pour établir certaines vérités? Tout à fait. C'est l'encadrement religieux que je parle, que je viens de faire allusion, donc l'encadrement religieux, administratif, logistique. Moi, monsieur tout le monde, musulman, je me rends au cimetière. Je trouve personne pour me guider, pour me renseigner. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais quoi? C'est quoi qui m'est demandé? Moi, je suis ignorant, je ne sais rien du tout. Il est là? Oui, Ludo est là, mais pas qu'il faut pour longtemps. Moi, je trouve qu'il faudrait un numéro vert. Mais franchement, non mais c'est bien, c'est facile, un numéro vert, oui, bien sûr. Qui sont intéressants, mais la question, dans votre prêche en tant qu'image, vous sensibilisez, personnellement, bien sûr. Moi, page Facebook également. En ce qui concerne Jamal en est témoin, c'est que Mbarek, tous ces acteurs qui sont autour de là, Ludo, il en a eu marre de me voir durant la période Corona, les mosquées étaient fermées, mais les morts sont là. Qui va s'occuper de ces défunts? Qui va faire le rappel? Qui va guider la prière? L'imam n'est pas là. On appelle un bénévole, et on appelle celui-là qui est disponible et qui va pouvoir se déplacer par ses propres moyens jusque sur place et revenir et partir. Donc la période Corona a été une très très mauvaise gestion. Tout l'honneur est pour nous d'avoir surmonté cette pente dans la solidarité. Mais voilà. Toi, Malika. Non, d'information, je parfois c'était 12. Vous allez revenir, je sais. Non, avec les moyens. Avec les moyens du bord qu'on avait, voilà. Rien. Vous avez fait un travail. Rien. Les autorités ici, on ne nous a rien donné. On ne nous a même pas donné un gant, même pas un masque. Au niveau de tout ce qui était aux alentours, de tout ce qui était autour des pompes funèbres, des morts et compagnie. Rien. C'est malheureux. On en parlait Je rigole, parce que à 8h au soir, on sortait, on applaudissait. Qui? Les pompes funèbres. Non. Les médecins, les infirmiers et tout ça. Mais les pompes funèbres, les gens qui se chargeaient des morts, les gens qui s'occupaient des morts. Il y avait beaucoup de bénévoles. Oui, les médecins, oui. Les médecins, on applaudissait les médecins, oui, le médecin, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les médecins pour soigner ces gens-là? Moi, je suis sorti tous les soirs et j'ai applaudi Jamal, Mbarek, tout le monde. Mais il y avait des bénévoles, on ne le dit jamais assez. On le dit toujours au Centre culturel flamand, le Vartkapoen, le moteur de la société sont bien les bénévoles. Et vous en avez témoigné dans notre dernière rencontre. Cela dit, il y aura une prochaine vague. Comment vous gérez cela? Comment on l'a géré? La première et la deuxième? Et la troisième? Encore juste une petite parenthèse sur la tantôt. Il y a des associations qui payent pour les indigents. Ouais. Il y a aussi parfois des gens qui viennent au cimetière, ils sortent leur carte de banque, ils le mettent dans le bon contact. Et qui paient. J'achète une tombe pour indigents. Qui font la sadaqa, la zakat. Les gens en période, comme vous savez, les 5 piliers de l'islam, il y a entre autres la zakat. La zakat, payer ses impôts sur ses richesses. Eh ben, la plupart, surtout pendant la période Covid, ça j'en ai connu énormément qui m'ont téléphoné, qui me disaient Jamal, est-ce quand il y a possibilité, ben écoutez, allez-y au cimetière, il y a tel défunt, voilà le nom du défunt, il n'a pas les moyens pour aider, voilà. Ou bien que ce défunt-là, son assurance ne paye pas l'achat de la concession, la veuve n'a pas les moyens, il faut peut-être aider. Monsieur, c'est une sadaqa jaria? Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est une aumône perpétuelle dans le sens où on permet à une personne de confession musulmane à être enterrée dignement et dans le plus grand respect. Et c'est ça qui fait aussi que voilà, on est tous au même point d'égalité. Et peut-être, Ludo, c'est l'occasion aussi de parler à tous ces bénévoles qui viennent surtout les dimanches pour le nettoyage. C'est parmi mes notes, parce que ça m'a... Personnellement, j'étais là, mais j'ai vu aussi quelques reportages, je crois que c'est quelque chose d'incroyable, de remarquable, cette force vive. Et on va en profiter pour faire de la putain. Parce que justement, chaque année au printemps, il y a des mauvaises herbes qui poussent et qui envahissent les chemins, qui envahissent les tombes. Donc, après la réunion, on va tous aller au cimetière et on va arracher les mauvaises herbes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une association qui organise ce genre de travail tous les dimanches, enfin quasi tous les dimanches à partir du printemps. Et moi, j'y vais régulièrement et quand je les vois, je me dis, ils sont bien ces jeunes, parce qu'ils pourraient très bien rester dormir jusqu'à midi, ou bien être sur leur smartphone toute la journée. Non, ils viennent là à 9h du matin pour arracher les herbes. Donc,
je dis chapeau, parce que moi-même, j'ai des enfants qui sont au lit à cette heure-là. Donc, oui, c'est bien. Et on a aussi eu la chance d'avoir des bénévoles à la période Covid, parce que c'est vrai que ça, on n'avait pas prévu et que vraiment, on était débordés, ça c'est clair. S'ils n'avaient pas été là, parce qu'engager du personnel supplémentaire, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut faire une annonce, il faut organiser. Le corona, personne n'était préparé. Donc il a fallu réagir assez vite. Et donc j'ai eu la chance d'avoir tous ces bénévoles qui sont venus nous aider. Il y a un petit film qui est passé sur Arte qui était exemplaire, je trouvais. Enfin, qui montrait une bonne image de la communauté. Mais écoutez, il nous reste un petit quart d'heure. Je vais encore donner la parole à M. Benamidio pour nous expliquer entre les tournages. Vous avez travaillé avec des jeunes en tant qu'artistes, comment ça les a confrontés. On va donner la parole aux jeunes, la parole à vous autres. Cela dit, on va peut-être passer au 3e morceau. شحال عندك الوليدات؟ ايوا الولاد دابا كلشي شرف كلشي خرج عندي 5 الرجال عندي 4 البنات. سعود فين خرجوا؟ خارج؟ لا شي في البلاد شي في الناظور شي في القصر الكبير شي الخارج. هنا ولدي محمد الحبوشي هنا عندي الحبوشي حسن صافي كلشي راه في المغرب. ساكنة غير في المغرب؟ ساكنة غير في المغرب اسيدي في القصر الكبير تما كنسكن. شحال عندك البطاقات؟ عندي البطاقة ديال المغرب عندي البطاقة ديال بلجيكا. عايشة حتى في بلجيكا. وما كانش أنا وهي ماشي كنكون أنا مع محمد ولدي الحبوشي مرة أنا مرة ليه مرة. شحال كتبقى في الخارج؟ كنبقى 7 شهور 6 شهور 5 شهور المغرب عاود 3 شهور شهرين كنسكن هنا بزاف حسن. علاش؟ إوا حنا ولادي حنا بنتي وحنا ولدي وحنا كنعيش أنا بزاف أكثر من المغرب شهرين 3 شهور. المهم هنا ولهيه وهذا ما كان. والبلاد اللي عزيزة عليك هنا ولا لهيه؟ عزيزة عليا المغرب. علاش؟ إوا المغرب توالفت فيه راه عندي 90 عام أنا خلقت في المغرب تربيت في المغرب كيعجبني المغرب. المغرب أحسن من بلجيكا؟ لا حتى بلجيكا زوينة ولكن العقل ديالي كيعجبني المغرب. شنو تما في المغرب عزيز عليك في المغرب؟ تما كلشي تما العائلة تما أختي تما خويا تما ولاد خويا تما العائلة بزاف تما في المغرب. حنا لا حنا غير شوية وأنا ولادي 2 وبنتي 3. دابا من عزيزة عليك هاد البلاد ومعمرة مع ولدك الله يحفظ إذا ربي دا أمنتو ندفلك هنا ولا ندفلك في المغرب؟ ربي كيريح ربي إلا كتب لي هنا راه ربي اللي بغا. إلا عندي التربة أنا ربي بغا بسم الله. إلا كتب لي المغرب عاود ربي تما فين مشيتي تما شاء الله. وفين دفنوك؟ بيتهم لك في العمر فين؟ دفنوني في المغرب فين خلقت فين تربيت داوني المغرب. علاش ما ندفنوكش هنا؟ إوا كتولي لي اللور. المغرب ندفن في المغرب فين دابا دفن راجلي دفن كيما بابا العائلة خويا. ولدك وحفايدك كيقولوا لك تدفن هنا باش يزوروك من الجمعة للجمعة. يجيو المغرب يزوروني يجيو المغرب يزوروني. إوا خصني المغرب ندفن في المغرب مع يما مع بابا مع راجلي مع خوتي مع هاي. Grand-mère Fatima, C'est génial. Tu es la voir au Maroc? Prends le micro. S'il y a le temps et s'il y a les moyens qui me le permettent, pourquoi pas, oui. S'il y a le temps et les moyens. Et si le temps et les moyens ne te le permettent pas, tu aurais préféré qu'elle soit enterrée à Bruxelles? Bien sûr. Bien sûr, mais après, sa famille a des... La plus grande partie de sa famille a des Maroc. Donc c'est pas qu'elle sera abandonnée ou quoi. Il y aura aussi là des personnes qui viendront la visiter, etc. Mais comme je suis attachée à elle, j'aurais aimé qu'elle soit ici enterrée. Voilà. Voilà. Peut-être aussi faire bien la part des choses en tant que croyant.
que la vie dans l'au-delà n'est pas comparable à la vie d'aujourd'hui. D'un point de vue matériel, on dit oui, je veux le garder près de moi, je veux venir le voir, alors que cette perception d'un point de vue religieux n'existe pas. Tu peux être proche de ton défunt, quel que soit son rang son approche de la famille. Il peut être enterré à 10 000 km, et à travers tes invocations, à travers tes prières pour lui, elles l'atteindront, elles seront bénéfiques pour lui, où que tu sois. En aucun cas, on aurait, comme certaines personnes ont l'idée de croire que je peux faire toutes les bêtises du monde, mais quand je vais être enterré, j'ai un petit ticket spécial pour être enterré à la Mecque ou à Médine dans les terres saintes, j'aurai le paradis éternel. C'est pas comme ça que ça se passe. On a une confrontation, un rapport avec la divinité, avec un Dieu qui est juste, et que chacun sera jugé par rapport à ses actes. Et que même si, en étant musulman, mais même si tu es enterré, que ce soit en Belgique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les terres saintes, que ce soit dans ton pays d'origine, le plus important, c'est de quoi tu vas bénéficier. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne, il dit, lorsqu'une personne meurt, tout lui est arrêté, il n'a plus rien, à l'exception de 3 éléments qui lui seront bénéfiques. C'est quoi? C'est cet enfant pieux, un enfant pieux qui va faire des invocations. Donc là, l'exemple de la sœur qui va faire des invocations pour sa grand-mère, qu'elle soit en Belgique, qu'elle soit près d'elle ici en Belgique ou au Maroc, l'invocation, c'est l'invocation elle-même qui sera bénéfique. Une aumône perpétuelle ou une science qui sera bénéfique. Ce sont ces 3 éléments qui seront bénéfiques pour le défunt. Et le défunt, justement, avant de mourir, tout ce que nous sommes, nous œuvrons tous les jours que Dieu nous donne, en étant vivant dans ce bas monde, de pouvoir œuvrer dans le bien pour pouvoir remplir notre stock de bonnes actions pour que ce soit bénéfique pour nous. Donc il ne faut pas être dans le matériel, on n'est pas dans le matériel du tout. C'est pas parce que vous serez dans une tombe marbrée avec même de l'air conditionné à l'intérieur que vous serez plus à l'aise. Ça existe. Je suppose, on en a vu de tant de choses. C'est pour ça que Ludo, là, tantôt, tu disais quelque chose de très intéressant, d'un phénomène qu'il faut éviter que cette expansion, pour que ça n'ait pas une dimension commerciale, en pensant que j'aime mon défunt, que ce soit mon père, ma mère, mon frère, mon épouse ou autre, je vais lui amener des pierres. Après l'autre, il veut une marbre. Après l'autre, il veut une stèle. Et jusqu'à un certain moment, on va arriver, on va croire que celui qui ne fait pas ça, c'est pas un bon musulman. Celui qui ne fait pas ça, il n'honore pas sa famille. Et ça a besoin je reviens encore pour me répéter, de recadrer et d'enseigner, d'avoir une certaine pédagogie d'approche. Et pour les tombes familiales, Abdel a une question. Juste pour les tombes familiales, c'est 2-3 personnes qu'on peut mettre là, religieusement parlant, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ce soit l'une sur l'autre. Vous savez, à la Mecque, donc, c'est les plus riches. Ça n'a rien à voir avec la richesse. La richesse spirituelle, au niveau des enterrements, parfois ce sont carrément comme des chambres. Donc ce n'est pas une ou deux, c'est carrément plusieurs corps qui sont mis et pas nécessairement de la même famille. Donc pour ça, il n'y a pas de souci pour ça. Et ça se ferait. Oui. Parfois, à Médine, c'est l'un sur l'autre. À la Mecque, c'est l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre à la Mecque. Donc pour vous dire que c'est pas, on va pas dire que c'est là, mais voilà, c'est à la Mecque et c'est à Médine, c'est le lieu saint, c'est la source de l'islam, quoi qu'il en soit. Et il y a plusieurs possibilités et il faut simplement demander aux gens de science les possibilités. Et tout ce qui se fait là actuellement au cimetière, sous la direction de Ludo, avec tous les partenaires qui sont autour, se fait dans le respect des règles religieuses, que ce soit le cortège funéraire, que ce soit la prière, que ce soit le respect, que ce soit l'encadrement, ça se fait super bien. On ne va pas créer un problème qui n'existe pas. Quand je vous entends, tout va bien. Tout va bien. Non, on est simplement, on reste objectif, et lorsque c'est bien, on le dit. Et quand on a un problème, on le dit. Donc on n'est pas là pour commencer à se plaindre il y a 14 heures. De faire changer les mentalités, mais aussi les lois et les devoirs de chacun. Peut-être. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ne critiquer personne? Tout va bien, non, parce qu'en fait, il faudrait que maintenant les gens vivent le plus longtemps possible, le temps qu'on trouve d'autres parcelles. D'ici quelques années, le cimetière sera complet.
il va dormir pendant un certain temps. Il y aura encore des enterrements parce qu'on peut enterrer 2 personnes dans la même tombe. Les concessions familiales. Le premier, on enterre à environ 2,20 m de profondeur. Et vu qu'on ne peut pas toucher aux ossements, brûler les ossements, casser les ossements, on enterre un deuxième, 1,50 m de profondeur. Mais bon, ça, ce sera quelques-uns. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer que demain, on n'a plus de... Non, c'est ça. Je reste optimiste, donc ça va quand même... Non, je ne m'inquiète pas pour ça. Non. Mais vous allez être retraité bientôt et c'est très inquiétant pour la communauté musulmane parce que je pense que vous êtes quand même un pionnier sur le terrain. Je vais trouver un autre candidat pour ma succession ici. Candidat musulman voudrait une femme, c'est bien ça. C'est déjà je vais voir qui candidature de c'est. Ben non, il faut simplement continuer dans le même sens. Quelqu'un qui continue dans le même sens. Je pense que c'est bien de sensibiliser tout votre travail que vous avez fait depuis des années et de quand même laisser cet héritage, d'avoir franchement travaillé sur le terrain, d'avoir tellement d'empathie, d'avoir cette ouverture d'esprit, de l'écoute et surtout cette connaissance d'expérience. Vous avez une expérience extraordinaire et je sais que vous êtes aimé pour ça. Question, réaction. En fait, moi, ce qu'on a toujours entendu qu'après les morts, la fin de la concession quand elle est payée, si on ne renouvelle pas, je sais, dans d'autres religions, on enlève doucement les brûle. Parce qu'il y a beaucoup de manque d'informations. Oui, ça c'est l'angoisse de la plupart des gens. Ils croient qu'une fois que la concession est finie, on va retirer tous les ossements, on va créer un ossuaire et tout jeter dans un ossuaire. Non. Oui, les cimetières traditionnels fonctionnent comme ça. Et surtout les petits cimetières. Les petits cimetières, ça leur arrive toute une parcelle, ils vont déblayer toute une parcelle, prendre tous les ossements, et créer un ossuaire et tout jeter dans l'ossuaire. Ici, justement, on a voulu créer une parcelle. On a essayé de respecter les rites, donc chez nous, il ne sera pas question de faire ça. Chez nous, il sera ça. C'est pour ça que je dis qu'on enterre aussi profond pour le premier, et le deuxième, on enterre. Si la personne ne renouvelle pas, un jour, je sais qu'on va enterrer une deuxième personne un peu plus haut. Mais les ossements, ils vont toujours rester là. Donc vous rassurez Mohamed qu'il n'y a personne qui va toucher les ossements. On ne peut pas les casser, on ne peut pas les brûler. Même si ce n'est pas payé. Ben non, même si c'est Maintenant, pas payé. Malika, comme ces indigents, ces personnes qui sont sans papier, qui sont enterrées ici, qu'on collecte, qu'on enterre. Cette concession, elle est protégée pendant une durée de 25 ans. Après 25 ans, cette concession va être réutilisée et ils vont enterrer une autre personne, un autre musulman, il sera enterré au-dessus de lui. Ça veut dire que la personne qui est en bas n'est pas touchée. Elle est toujours là. Et elle est repartie encore pour d'autres 25 ans. Elle sera toujours identifiée. Elle sera toujours identifiée. Parce que à l'intercommunal, sachez qu'il y a un plan d'architecte. Un plan d'architecte, ça veut dire qu'il y a chaque tombe est numérotée. Et dans chaque tombe, on sait qui est enterré là. Maintenant, une fois qu'elle sera réutilisée pour une deuxième personne, on va savoir qu'il y a Mohamed qui est en bas et Ahmed qui est au-dessus. Et ça, ces archives-là sont toujours d'actualité. Tout le monde sera, même si Ludon n'est plus là, même moi si je ne suis pas là, les autres qui viendront vont reprendre les archives et vont savoir qui a été enterré là. Ou tout simplement peut-être se poser la question, la source de l'islam qui est donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa ville qui est Médine, depuis donc, son temps, il y a plus de 1400 ans, il y a le cimetière qui est à proximité, qui s'appelle le Baqi', à proximité de sa mosquée, de sa maison, où sa famille est enterrée là, où ses compagnons sont enterrés là, et encore aujourd'hui, on enterre les musulmans. Encore aujourd'hui. Quoi, c'est non-stop. On n'a pas repris une autre parcelle. Là-bas à Médine, nous n'avons pas repris. C'est toujours la même concession. C'est toujours la même. Ça veut bien dire qu'il met justement après sur le côté et qu'il réenterre. C'est la terrible descente. C'est toujours le même cimetière depuis l'époque. Parce que c'est plus grand, quoi. C'est toujours. Et j'utilise ces tombes. On réutilise. Là, le temps d'arriver au fond. Une fois que le corps est composé, il n'y a plus que les ossements, ça ne prend pas beaucoup de place. Il suffit de les mettre sur le côté, on peut enterrer quelqu'un d'autre. Surtout toi, petit comme tu es, tu prendras pas. Ouais, mais ce temps tout, ça va aller vite. En plus, je mange bio, ça va aller très vite. Bilal, tu veux dire quelque chose? J'ai une question plus en fait. C'est-à-dire, prends le micro pour t'entendre. Je voulais savoir justement si après 25 ans ou 50 ans, on est déterre et parce qu'en fait, je parle du principe que notre corps c'est une vocation en fait. Donc je suis responsable de où nous faire enterrer.
C'est une location ton corps, c'est-à-dire. Voilà, je le rends comme on m'a donné. Je ne vais pas filmer parce que ça atteint ta santé, oui. Je ne vais pas boire parce que pareil. Donc je le rends comme on m'a donné, en bonne santé. Donc si maintenant je sais qu'ici, par exemple, on déterre une brûle, moi je suis responsable moi-même, donc je ne m'enterre pas ici. Ah, ça c'est intéressant. On n'a jamais parlé de brûler. Ça, non, mais c'est bien de le répéter. C'est pour ça que je fais exprès de le répéter. Il n'a jamais été question de brûler qui que ce soit. Donc, on prendra soin du corps de. Jamais, il n'a jamais été question de ça. C'est même pas, je pense, une possibilité. C'est de l'intox qui est alimenté et qui a une facilité de se répandre. Et justement, c'est à notre rôle. Ici, entre autres, autour de cette table, de pouvoir casser donc, toutes ces fausses informations. En tout cas, c'est rassurant, on entend que c'est très rassurant. Maintenant, ici, sachez que ici en Belgique, il est permis de tout un chacun de laisser ses dernières volontés auprès de l'administration communale où est-ce que vous vivez. C'est-à-dire de laisser de vous-même. Vous allez demain, avec votre carte d'identité au service de population, parce que vous êtes domicilié, de remplir un formulaire disant que, en cas de décès, moi je vais être inhumé en tant que musulman, et c'est tout. Voilà. Comme pour les personnes qui laissent des dernières volontés, d'être incinérées. Ou d'être brûlées. C'est la même. Voilà. Ou de donner son corps à la science. Tout ça, c'est typifié dans les règles, dans les lois de l'état civil de chacun, de tout un chacun. Moi j'encourage Malika, surtout quand on est confronté maintenant, comme Abdellah l'a bien précisé, avec ces mariages mixtes qu'on a, ces échanges et compagnie. La personne qui est de conviction musulmane et qui sait qu'il est de mariage mixte, ou qu'une personne d'origine belge qui se convertit à l'islam, pour éviter le désarroi de sa famille de dire oui que au moment de la mort c'est elle qui va décider qu'elle va aller l'incinérer malgré que lui il est musulman, ben, j'incite à ces gens-là de laisser des dernières volontés écrites auprès de l'état civil pour éviter qu'au moment du décès, de laisser ce problème-là à la famille, de dire voilà, on va trouver comme un accord, et nous les pompes funèbres on doit être sous deux flancs. Il y a un côté de la famille qui dit ah ben écoutez moi je veux l'incinérer, l'autre qui dit attendez non moi je vais respecter, il était musulman, je dois l'enterrer en tant que musulman. Alors qui va décider, qui va trancher? Le juge de paix. Le juge de paix, la première chose qu'il va dire, apportez-moi l'attestation de l'état civil si la personne a laissé des dernières volontés. Souvent quand ça arrive parfois, moi ça m'est arrivé avec des amis propres qui étaient artistes. Pardon. Ça m'est arrivé avec des amis artistes, donc quelques-uns. Quand on est jeune, forcément, on ne pense pas à mourir demain. Hein. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas d'heure pour mourir et la mort vient parfois quand on ne l'entend pas. Et donc, la personne décède, elle a moins de 40 ans ou 42 ans. C'était pas prévu dans le plan. Voilà, ça arrive. Et puis, la femme, elle a toujours vécu avec son mari, avec une certaine vie. Les parents, pour eux, ça ne change pas. Qu'il habite à Haute-Ciplou ou quoi, pour eux, il est musulman et il mourra musulman. Et du coup, ça reste une difficulté après, parce que, du coup, voilà, rien n'a été prévu, et puis parfois, ça peut, si on n'est pas de bonne volonté, si on n'est pas ouvert, des deux côtés, ça peut partir en conflit. En conflit. Et ça part en conflit. Effectivement, c'est mieux de prendre des décisions et de choisir sa mort aussi. Et de, voilà, je vais être enterré en tant que musulman ou pas, ça dépend de chacun. Mais si on ne le fait pas, effectivement, les gens qui restent, c'est-à-dire la famille, les proches, c'est eux qui vont résoudre ce problème et parfois ça va jusqu'au tribunal. Je pense qu'on a plus ou moins fait les tours. Peut-être encore l'une ou l'autre personne, peut-être aussi M. Mbarak. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une concession? Non, pas la concession. C'est-à-dire qu'on va perdre un terrain. Non. En Belgique, il n'y a aucune conviction, aucune religion qui a le droit d'acheter, ou une communauté a le droit d'acheter un terrain et de le transférer et de le transformer en cimetière.
En fait, c'est tout ce qui est au niveau régional, c'est eux qui décident. Même une commune qui a un terrain de libre, qui veut le rajouter comme cimetière, doit avoir les autorisations venant de la région. C'est elle qui peut autoriser si c'est le terrain. Entre autres, c'est pas loin. Cette question-là a été posée au niveau de Anderlecht, ici à la commune d'Anderlecht. Il y a un terrain, au moment où eux voulaient créer l'intercommunal chez eux également, ils avaient un terrain de libre à côté du cimetière, de chez eux, qui était tout à fait libre. Ils voulaient l'annexer à l'intérieur du cimetière. Eh ben, ils n'ont pas eu la commune n'a pas eu l'autorisation de la région de l'annexer. Ils ne pouvaient pas de l'annexer en tant que cimetière. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je vois qu'il n'y a plus de raison de questions. Nadia, tu veux dire quelque chose? Moi, j'avais parlé par rapport aux organes, mais c'était les organes, on va venir une autre fois sur les organes. C'est juste ça. En espérant que... Parce que c'était ici, dans la question religion. Ça, c'est un gros débat. Allez, une petite question, on va y revenir. C'est un gros débat au niveau même théologique, c'est à eux de répondre à ça. Parce que c'est très délicat. Au niveau scientifique, c'était plutôt assez... Du corps en général, les organes. S'il te plaît? J'ai une question pour toi. Oui. En fait, je ne sais pas, c'est une question qui m'est venue maintenant dans le sujet, je t'en ai jamais posé. Quand ton père il est décédé dans l'ACMO, est-ce que vous avez aussi pu débattre de où on va l'enterrer? Ou bien ça a changé au fil du temps ou... Pas du tout, c'était une évidence. Mon père l'ACMO parlait déjà avec les morts les derniers jours avant de mourir et il parlait des gens qui étaient enterrés au Rif, donc au nord du Maroc, et sa volonté était aussi d'être enterré dans son pays. Et voilà, je pense que pour beaucoup de choses, comme ça l'a été certainement la deuxième génération, nous on est beaucoup plus informés aujourd'hui. La troisième génération, vous davantage, on est dans l'ultra-information, communication. Maintenant, l'histoire, ça m'a touchée, l'histoire des immigrés. Vous avez parlé de mon père, qui est je suis un petit peu aussi, avec toute ma modestie, l'image de cette deuxième génération, avec le clash identitaire, etc. J'avais juste envie de dire que moi, mon père, il est mort à 74 ans quand il a commencé à vouloir vivre d'un dur labeur en Belgique pour pouvoir vivre au soleil et manger ses melons dans une demeure qui toute sa vie qu'il a fini de construire jusqu'à la dernière brique et puis il est mort. Donc ça aussi, si j'ai un message aujourd'hui, c'est de vivez, mes enfants, vivez. Vivez un maximum parce qu'à 74 ans, mon père, il est mort, il n'a pas vécu. Et justement, peut-être qu'on peut faire le tour. Mohamed, tu veux dire quelque chose? Non, il y avait juste pour le Cheikh Ismaël. Oui, oui. J'entendais, comme au Maroc, il y a beaucoup de gens qui achètent le terrain pour être enterré en famille. Familial. Est-ce que c'est pas permis dans la foi de religion? Je sais qu'au Maroc, c'est permis. Oui, c'est permis. C'est pas des religieux. D'après, on ne sait pas ce qu'on va mourir dans quel pays. C'est une question pour vous. Je pense qu'avant que je donne une réponse, qu'est-ce qui est possible de faire ici en Belgique, Ludo, par rapport à la concession familiale? Je pense que c'est bien que tout cimetière doit appartenir à une commune ou une intercommunale. Au moins, on évite certains biais. Je pense que si demain on dit voilà, n'importe qui peut acheter un terrain et créer un cimetière, le risque c'est toujours le même, c'est toujours que ça devienne un business. Et qu'il y aura la première rangée pour les plus riches et les dernières rangées pour les plus pauvres, et les plus pauvres peut-être même qu'on ne les acceptera pas parce qu'ils ne pourront pas payer. Donc je pense que ça doit rester du domaine public. C'est une garantie en fait. Très bien. Alors nous allons clôturer. Comme vous le savez, à chaque fois, le Vart Capoun vous invite 4 à 6 fois par an pour traiter les thèmes de société à travers une expertise, une gestion et un résultat comme celui d'aujourd'hui qui est d'informer et de sensibiliser. Qu'avez-vous retenu d'important aujourd'hui, qui vous a sorti de l'ignorance par rapport à cette thématique? Que c'est ton choix et que tu es libre de faire ton propre choix. Que tu es libre de faire ton propre choix. Non, moi j'ai appris qu'on n'allait pas me déterrer, parce qu'avant d'arriver ici, moi, une génération, c'est comme ça. Avant d'arriver à ce soir. Je voulais aller me faire enterrer dans un pays musulman. Pour justement voilà, pour qu'on me laisse là, parce que je suis responsable de mon corps et je voulais ça. Et maintenant que j'ai attendu ça, si c'est bon.
Qu'avez-vous retenu? C'est très important de voir que ce soir, vous avez appris quelque chose, nous avons appris quelque chose. Moi, j'ai retenu un peu ce que ton garçon, voilà. Que c'est rassurant de savoir que si on décide d'être enterré ici en Belgique, je suis rassurée de savoir que dans 25 ans, 50 ans, qu'on est payé pour moi ou qu'on n'est pas payé pour moi, on ne sait jamais de mes enfants qui vont peut-être négliger ce détail, de savoir que voilà. Vous serez toujours là. Mes os seront là. Exactement. Très bien, j'ai envie de dire, pour clôturer, qu'il est utile d'être informé, de ne pas vivre dans l'ignorance et que l'ignorance est un ennemi dans cette société. Soyons responsables, soyons sensibles, soyons engagés et faisons en sorte que ce soit musulman ou pas musulman, en période de ramadan ou pas ramadan, en période de corona ou pas corona, la solidarité est très importante. On voit un très beau tableau dans différents domaines. Si vous continuez à prêcher dans les mosquées sur des thèmes de société, si vous continuez à vous engager pour des personnes en étant une égalité du statut qu'ils ont, qui n'ont pas les papiers pour être enterrés de manière digne, pour faire le travail que vous avez fait sur le terrain, une trentaine d'années, d'avoir de l'empathie et de aussi ouvrir les portes aux bénévoles, et que ce soit pour les cimetières musulmans ou autres, faire en sorte que notre société soit propre dans tous les sens du terme. Je crois qu'on vivra. Moi, j'ai retenu la leçon, je ne vais pas travailler jusqu'à ma mort. Hein. Voilà, donc ça sera aussi la conclusion. Ne travaillez pas jusqu'à votre mort et faisons en sorte de travailler ensemble, peu importe la confession, peu importe le statut. Tant que nous ne sommes pas ensemble, les associations, les citoyens, la jeunesse, on n'y arrivera pas, les artistes, on n'y arrivera pas. Merci infiniment pour votre présence et à la prochaine édition, à la rentrée avec des thèmes qui nous seront aussi très utiles. Malika, si je peux me permettre, avant de clôturer cette belle assemblée, c'est de sensibiliser la communauté musulmane, parce que là, je parle en ce qui concerne la communauté musulmane, les familles, de se rassembler, de s'asseoir autour d'une table, qu'il n'y ait plus ce tabou, qu'on discute. Papa, maman, demain tu vas mourir, comme nous allons tous mourir. Quelle est ta volonté? Donne tes instructions. Dis qu'est-ce qu'on doit faire. Non, mais on dit c'est pas ça, tu veux que je meure avant toi, et ça commence comme ça. Non, mais arrête de parler, parce que quand on en parle, ça veut dire que ça va venir, tu portes malheur. Non. Tout ça n'existe pas. Qu'on reste sérieux, et si on a des convictions, qu'on soit cohérent avec celles-ci, par rapport avec des actes, d'avoir des décisions, que lorsque la personne va mourir, vous savez, on a déjà assisté, la personne est décédée dans le salon, et la chambre d'à côté, les frères sont en train de se disputer pour qu'est-ce qu'ils vont en faire. Je suis mal à l'aise plus que la famille elle-même. Pourquoi? Parce que c'était tabou, on n'en discutait pas. Alors que c'était une mort certaine. Donc parfois c'est en fin de vie, parfois c'est sur le lit de mort, parfois c'est une mort cérébrale. C'était évident, c'est même pas une mort subite. Mais non, on veut pas en parler, on fait l'autruche. Il ne faut pas parler de ça, on verra. Et comme on l'a vu dans le témoignage, Dieu décidera. Certes, mais nous avons une part de responsabilité de pouvoir discuter. On ne sait pas, on se renseigne. On va chez l'imam, on va chez les responsables locaux, on va au cimetière, on pose des questions, on fait un travail d'investigation pour pouvoir éclaircir les choses, et que lorsque ça viendra, ben ça viendra et ça se fera correctement, comme il se doit. Il faut préparer de passer. Moi aussi, c'est un truc que j'ai appris aujourd'hui. Ses dernières volontés. D'aller à l'administration communale et de dire tout simplement, voilà, moi j'aimerais, le jour où je serai plus là. Ben oui, parce que demain on vous retrouve morte, vous n'avez pas de membres de la famille, vous êtes isolé, énormément. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher les yeux ou quoi que ce soit. Il y a énormément de personnes qui vivent isolées. Isolées, que ce soit dans une maison de repos ou autre, il y en a énormément. Et là, si on ne laisse pas ses dernières volontés, sachez qu'ici en Belgique, une personne qui n'a même pas de conviction musulmane, qui a laissé ses dernières volontés, et qui vit tout seul, et qui laisse sa dernière volonté auprès de la commune d'être incinéré, la commune le retrouve décédé. Avant que l'officier dresse l'acte de décès, voit qu'il a laissé ses dernières volontés. La commune a le devoir de respecter ses dernières volontés, même s'il est indigent. S'il a laissé des dernières volontés d'être incinéré, eh ben, la commune doit aller l'incinérer et déposer ses cendres comme il l'a laissé, comme écrit
de son vivant. Et si dans le cas inverse, il n'a rien laissé, il n'a pas... S'il n'a rien laissé, ben, voilà. Voilà, il va être enterré comme indigent. Et nous, en tant que musulmans, sachant qu'il est musulman, ben voilà, il se trouve dans une morgue, ah ben voilà, c'est Mohamed qui est là et tout ce qui s'ensuit, ben, notre conscience, voilà, on va faire en sorte de prendre en charge ce défunt, de l'enterrer dignement et de non pas les laisser partir comme indigents. Le laver, comme il a dit Youssef, le préparer, l'ensevelir dans son linceul, le prendre, faire la prière aux morts et de là l'amener au cimetière pour l'enterrer, quitte à collecter les fonds, lui payer sa concession là et l'enterrer parmi les musulmans. Ok, merci infiniment. Ce que moi je ne savais pas, c'est qu'il y avait les différents étages pour les tombes. Ouais. Malheureusement, j'ai un problème. J'en ai parlé à mon mari d'être enterré avant ou après lui. Il a dit, tu m'as rendu malade sur terre, laisse-moi tranquille dans ma tombe. Je remercie le Vart pour la communauté flamande qui nous donne l'occasion. Je remercie surtout Vincent parce qu'il a travaillé durement toute la semaine pour des concerts au Vart Capoul. Et il est là avec le sourire. Je remercie et je vous souhaite une longue vie à tous. À toi aussi. Merci infiniment. À toi aussi. S'il vous plaît, est-ce que son reportage, on sait l'écouter Oui, il sera toujours sur les réseaux sociaux, le site du Vart Capoul. Donc,